Pardon. Numéro 10. Un conte peut en cacher un autre. C'est un film d'animation, anglais, que j'ai eu la chance de voir au Festival international du film de La Rochelle, Le Feffleur. C'est l'adaptation d'un recueil de poèmes de Roald Dahl. La dernière fois que cet auteur a été adapté au cinéma, c'était plutôt génial, donc autant continuer sur cette lancée. En gros, le film mélange le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, les trois petits cochons, Jacques et le haricot magique, et Cendrillon. Je crois que c'est tout. Tout dedans est admirablement bien amené. Tout est écrit en vers, et j'ai eu l'occasion de le voir qu'en VF, et c'est super bien traduit, et les voix françaises sont formidables. Le texte est drôle, les personnages sont trop cool. Pour ce qui est de la direction artistique, c'est méga beau. C'est une animation qui veut faire penser à du stop motion 3D avec des marionnettes en papier. J'adore le papier. Oui, bonjour, bonsoir, bonne année, etc. Je te souhaite que toutes les célébrités que tu aimes et qui sont encore vivantes meurent cette année, comme ça en 2019 tu souffriras moins. Je suis super violent, je sais pas ce qui me prend. Si vous vous posez la question, oui, ce top 10 concerne les films sortis en 2017 au cinéma. Donc il n'y aura pas Okja. J'espère que tu as mis La La Land. Tu n'as pas mis Dunkerque. Je n'arrive pas à croire que tu aies mis ces films sur ton podium. Pourquoi ne mets-tu pas grave? Tu as une beaucoup trop grande majorité de films américains. As-tu aimé le dernier James Gray, Jurassic Park? Laissez-moi. Numéro 9. Ça. Ce film fait officiellement partie des meilleurs films d'horreur que j'ai jamais vus. En même temps, dans ma vie, j'ai dû en voir 7, donc c'est vite dit. Donc, pendant que je voyais le film, mais nom de Zeus, je flippais. Je suis pas claustrophobe, hein, pas du tout. Mais le film est parvenu à faire ressurgir des peurs que j'avais oubliées. J'étais recroquevillé, en position fétale, apeuré, tel un petit animal. Tandis qu'à mes côtés, un être impartial. Wilson. Mon poteau. Le mec se marrait. Sinon, pour ce qui est du film, j'adore l'ambiance 80s, le groupe d'ados qu'on trouve attachant, mais qu'on a quand même envie de gifler de temps en temps, et les méthodes que le clown emploie pour débarquer. C'est génial. Et les peurs des enfants, dans la plupart des cas, qui viennent des parents, ou parfois qui sont les parents. Donc, je vous conseille de voir ce film dans de bonnes conditions, c'est-à-dire seul, dans le noir, avec plein d'espace derrière vous. On fait comme ça? Numéro 5. Oui, j'ai envie de faire le 5 maintenant, mais vous en faites pas, je vais faire les 8, 7, 6 après. Get Out. Je savais pas que c'était possible qu'un film te mette mal à l'aise, t'oppresse, t'angoisse, pendant plus d'une heure et demie. Oui, si, je savais, mais je voulais l'oublier. Clairement. La direction d'acteur y est pour beaucoup, le montage aussi, le travail sonore, tout en fait. Ah, mais c'est comme ça qu'on fait un bon film, c'est en faisant bien les choses, mais... Ah, mais... C'est pas facile. Le peu d'humour qu'il y a dans le film, dont le rythme est bien géré à chaque fois, sert justement à te faire tenir le coup pendant ce plus d'une heure et demie. Donc tu ris, tu reprends un peu ton souffle, et l'oppression revient. Puis à la fin du film, t'es... Ah, c'était trop bien. Oui, le film parle un peu d'antiracisme, oui, mais vas-y, mais c'est de la branlette. Hein. Numéro 8, du coup pas 4. 8. Quelques minutes après minuit. C'est l'histoire d'un petit garçon qui perd sa maman. Donc pour vous faire une idée, c'est réalisé par Juan Antonio Bayona, celui qui a fait l'orphelinat. C'est vrai qu'on n'y pense peut-être pas assez, mais l'Espagne est terre de naissance de bien des talents. Surtout qu'il est catalan. Et dans catalan, il y a talent. Je suis désolé, elle est pas de moi. Cette blague est pas de moi. C'est pire de dire qu'elle est pas de moi. Donc ça parle entre autres du fait qu'il est difficile pour un enfant d'accéder au monde des adultes. Thématique classique, me direz-vous. Mais il est intéressant de relever que l'enfant en question est déjà très adulte. Plus que moi. Et la relation qu'il a avec le monstre est super cool. Oui, alors oui, parce que la nuit, un monstre rend visite à l'enfant pour lui raconter des histoires. Et ce monstre est doublé par Liam Neeson. Et c'est intéressant, à un moment dans le film, on voit une photo du grand-père du gamin, et il s'agit de Liam Neeson. Et visuellement, c'est super beau, et quand le monstre raconte des histoires, en fait, elles ont lieu dans un carnet de dessins fait à l'aquarelle. Donc on voit des versions 3D de dessins faits à l'aquarelle. On peut dire que c'est une version dark de Un conte peut en cacher un autre, qui n'est pas un film très joyeux quand on y pense. C'est également très bien filmé. Hein. Et la photo est belle. Hein. Mais pas aussi belle que les films numéro 4, 2, et puis 1. Numéro 7, Coco. Tu as vu le dernier Pixar? C'est d'ailleurs plus proche d'un Disney que d'un Pixar. Alors ce chef-d'œuvre m'a fait pleurer, mais comme t'as pas idée. En plus d'avoir une animation et une DA irréprochables, c'est ce dont ça parle quoi. Le gamin a une passion et un talent qui ne sont pas du tout approuvés par sa famille,
Et en gros, ça le tue. Enfin, c'est ça, hein. Et je suppose que beaucoup de gens qui ont travaillé sur Coco et sur tous les films du monde, en fait, ont dû subir le mépris de leur famille après qu'il leur a dit je veux être artiste. Et puis les musiques sont sublimes, hein, que ce soit en version originale ou en espagnol, c'est génial. J'écoute tout le temps en fait. Et la fête des morts, telle qu'elle est abordée dans le film, n'est pas présentée comme quelque chose de commercial, mais comme un événement nécessaire. En fait, ce serait bien que ça ait lieu partout dans le monde. Non, vraiment. Hein. Numéro 6. Au revoir là-haut. Oh, un film français, waouh! J'adore le cinéma de Dupontel. Alors quand ce cher Albert fait un film d'époque qui dénonce l'atrocité de la guerre et tout le système pourri qui est derrière et dont les personnages utilisent l'art pour fuir cette horreur et pour s'attaquer à ce système et sont incarnés par un casting de malades et le tout dans des décors somptueux et des costumes qui déchirent, bah moi j'aime bien. Numéro 5. Ah non mais là c'est le 4. Mais on va d'abord mettre le 3. Pour vous faire chier. Numéro 3. Mazda. Darren Aronofsky, il est très fort. C'est sans doute un coup de chance, mais je fais partie des gens qui ont compris pendant le film que Jennifer Lawrence incarnait la Terre et que Javier Bardem incarnait Dieu. Après, il y a eu plusieurs interprétations du film, hein, mais pour moi c'est celle-là. Je trouve que ce film crache de façon magistrale sur l'humanité, et tout autant sur Dieu, d'ailleurs. Ça montre que les victimes de ce monde absurde sont la Terre, les animaux, donc les bébés de la Terre, et la femme. Comment vous faites pour nous supporter? Pas tout le monde sera d'accord, mais à mes yeux, c'est un film tarkovskien. Dans ses thématiques, dans l'univers qui nous est présenté. Numéro 4, nous y voilà. Blade Runner 2049. J'adore l'univers de Blade Runner, et en partie parce que c'est un univers cyberpunk. Et c'est marrant parce que, avec 2049, on est dans le futur d'un film cyberpunk, donc c'est plus cyberpunk. Certains décors le sont encore, bien entendu, mais globalement, ce n'est plus vraiment cyberpunk. Attention, c'est pas un reproche, hein. Enfin bon, d'accord, c'est du cyberpunk, mais propre. Les Gardiens de la Galaxie, bah, ça l'est plus. J'adore ce que beaucoup appellent le non-jeu de Ryan Gosling, parce que bah, dans ce film, c'est très approprié. Parce que c'est un répliquant. 1, c'est pas un spoil. 2, t'avais qu'à le voir. Et ça y est, c'est confirmé, Dave Bautista est un bon acteur. Et chaque séquence de ce film est d'une beauté visuelle, et pas seulement visuelle. Incroyable. Je trouve que Roger Deakins est un bon chef-op. C'est mon avis. Et ce 2049 est une vraie suite. C'est pas juste un film qui se passe 30 ans après le premier. Non, c'est vraiment dans la continuité du film de Ridley Scott. Et tu veux savoir pourquoi le film il est pas sur le podium? Eh bien c'est à cause des musiques. Parce que Denis Villeneuve, il adore mettre du drone ambient dans ses films. Et moi j'aime pas ça. Surtout que la BO que Vangelis avait composée pour le premier film, enfin, c'était une bible. Bon, il en reste plus que 2, a priori. On va faire une petite parenthèse sur le meilleur acteur de l'année. Et le titre du meilleur acteur de 2017 revient à Kevin Spacey. Ouais, attends, vous l'avez vu dans le dernier Ridley Scott? Il est méconnaissable en plus. Il joue super bien, et on dirait Max von Sydow. Numéro 2. Le crime de l'Orient Express. Alors je connaissais l'issue de l'affaire, parce que j'ai lu le livre, sous forme de film, réalisé par Sidney Lumet, avec Albert Finney. Eh bien, il se trouve que je préfère la version de Kenneth Branagh. Déjà pour le casting, parce que hormis Sean Connery, Ingrid Bergman et Jean-Pierre Cassel, je préfère la distribution de Branagh. Je vais pas dire que tel acteur ou actrice joue bien, parce que ils sont tous formidables dedans, mais j'aurais quand même une préférence pour Michel Pfeiffer et Josh Gad. Je kiffe le décor principal, et pas que principal, et la lumière est trop bien. En fait, je perçois le film parfait en tout point. Le scénario et la mise en scène partent du principe que nous qui regardons le film, nous savons déjà qui a commis le meurtre. Le léger problème, c'est que à cause de ça, comme on met l'accent sur certains éléments, on peut deviner qui est coupable quand on connaît pas l'histoire. Par exemple, Wilson, il a deviné. Et je trouve que le film est bien plus chargé en émotions que ne l'était celui de Lumet. Avant de vous révéler le numéro 1, je vais vous montrer quelle série j'ai aimé cette année. Hein? Ah, et voilà aussi le meilleur jeu de l'année. Vous êtes arrivé jusque là, donc arrêtez pas la vidéo, vous entendez déjà la musique, je vais vous dire le premier, Star Wars, le dernier Jedi. J'ai bien dit le.
je l'avoue, j'ai mis ce film en tête du classement parce que j'ai été choqué par toute la haine qu'il a pu engendrer. Donc les personnes qui ont aimé ce film sauront pourquoi j'ai fait ça, et si vous l'avez détesté, bah... vous avez peut-être déjà quitté la vidéo, et de toute façon vous accepterez pas ce que j'aurai à dire. Et je ne perdrai pas mon temps à vous combattre, car, comme le dit Rose dans le film, arrêtons de vouloir détruire ce qu'on déteste. Essayons de sauver ce qu'on aime. Enfin, un truc comme ça. De toute façon, si je parle du film, ça va être super long, je pense que la vidéo est déjà assez longue. D'ailleurs, si vous êtes encore là, merci et bravo. Attendez, je vous ai pas encore parlé du meilleur film et du pire film de l'année. J'ai vu ces deux films le même week-end. Marrant, n'est-ce pas? Et il s'agit donc de Transformers The Last Night et Baby Driver. Et vous l'aurez compris, Transformers 5 est un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. L'action est innovante et les effets spéciaux sont fascinants. Et pourtant ça commençait pas si bien parce que le mélange entre les Transformers et les Chevaliers de la Table Ronde, c'est sans grand intérêt. Le film est drôle, le film est féministe, le changement de ratio d'un plan à l'autre, ça relève du génie. Michael Bay est le Jean-Luc Godard de son temps, pas comme cet incapable de Edgar Wright. Baby Driver est l'opposé de ce que doit être le cinéma. Zéro originalité dans la réalisation, intrigue à dormir debout, Jamie Foxx a jamais été aussi mal exploité dans un film, Lily James est l'actrice la plus moche que j'ai jamais vue, oh et puis le coup de mettre uniquement des musiques entendues par le personnage, c'est nul, faut pas faire ça, surtout que la BO, bah elle est naze. Pardon.